Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils. Grâce à son carnet d'adresses sans égal et sa connaissance fine des acteurs politiques de tous bords, Nils nous permet d'arpenter chaque semaine les coulisses de la politique française et d'aller chasser la moindre indiscrétion, et avouons-le, on aime ça. Une émission permise grâce à votre soutien, et face à la montée de l'extrême droite, le Média a encore plus besoin de vous, alors soutenez notre projet. Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire. Cette bataille pour la démocratie nous concerne tous. Ça se passe dès maintenant sur campagne.lemediatv.fr. Mais tout de suite, c'est parti pour les Indiscrets. Au sommaire cette semaine, Macron, le forcené de l'Élysée, le président, semble avoir une seule obsession, gagner du temps. Mais les signaux inquiétants se multiplient, et notamment du côté des grands patrons, vous allez le voir, qui ne se gênent plus pour faire savoir que leur ancien champion est devenu plutôt un boulet désormais. Dans cette ambiance explosive, qui le président peut-il encore envoyer à Matignon ? On va aussi passer en revue les noms qui circulent, des plus crédibles aux plus farfelus. On va également parler de cette relation Macron-Le Cornu. On voit déjà les premiers signes de tension. Le couple exécutif s'est déchiré sur la composition du gouvernement juste avant que le Premier ministre, vous le savez, ne présente sa démission. Nils a enquêté, il va nous révéler les coulisses de ce bras de fer. Et puis enfin, la grande riposte médiatique et politique de celui qu'on connaît bien maintenant dans cette émission, Nicolas Sarkozy, face à son incarcération à venir et qui semble inéluctable. L'ancien président mobilise tout son réseau et ses soutiens pour tenter de se victimiser dans l'opinion publique. Est-ce que ça a marché ou pas ? On va revenir en tout cas sur ses dernières actions avant la case prison. Nils, bonjour. Bonjour Amira, bonjour à toutes et à tous. Bon, alors, je te demande pas comment tu vas, je sais que tu es un peu malade et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu nous as privé de ta belle présence sur le plateau. C'est gentil, mais oui, c'est vrai que j'ai préféré vous épargner mes microbes, mais enfin, j'ai quand même fait mon travail et on a une belle moisson d'indiscrétion. Et oui, et c'est peu de le dire. Alors justement, il semble, tu vas nous le dire, Nice, que le président semble tout seul. Mais non, pas du tout, Amira, regarde ce qu'en pensent, ce qu'en disent ces rares soutiens restants. Le président, il va très bien, c'est ce que m'assure l'un de ses soutiens qu'il a croisé à l'Élysée cette semaine. Ce sont les autres qui angoissent, m'assure cette source, qui s'agace de ces satanés journalistes qui le présentent comme un homme seul, ce qu'il n'est pas. Il consulte beaucoup, alors voilà, mais c'est à lui de décider à la fin, voilà. Le chef de l'État reste persuadé qu'il est encore possible de trouver un chemin, c'est ce que glisse son entourage aux journalistes. À un moment, le Parti socialiste et les Républicains vont revenir à la table des négociations, c'est ce que m'assure encore l'un de ses proches. Bref, une fois de plus, tu l'as compris, Macron semble imperméable à la panique qui saisit les milieux politiques et économiques, on va y revenir, et à la sidération du pays face à un spectacle navrant qui devient incompréhensible pour la majorité des Français. Ce jeudi soir, Emmanuel Macron a présidé la cérémonie en hommage à Robert Badinter pour son entrée au Panthéon. Alors, un familier de l'Élysée me disait c'est un peu l'entrée au Panthéon d'Emmanuel Macron en fait. Pour le président, c'est évidemment l'occasion d'apparaître en surplomb, loin du bordel ambiant, je cite. Et donc là, effectivement, on le voit arriver au Panthéon avec Brigitte Macron sur ces images. Et puis un discours quand même. Alors l'Élysée nous avait assuré que le discours serait apolitique. Évidemment, tu t'en doutes, l'objectif n'a été que partiellement atteint. Extrait. Les morts nous écoutent. À nous aussi de les entendre, de nous dresser à notre tour, de porter leur combat à nouveau pour que les vivants espèrent. Vive la République,
Vive la France. Bon alors Nils, je vais citer un autre président, le président français. Les morts nous écoutent, à nous aussi de les entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sous-texte? Oui, bah, c'est pas des mots qui sont choisis effectivement par hasard, en ces temps de grave crise politique. C'est la manière du chef de l'État de rappeler à chacun de ses concitoyens qu'ils portent eux aussi une part de responsabilité devant l'histoire. Et puis c'est évidemment une manière pour lui de faire la leçon, comme il adore le faire, au reste du monde politique. Alors lundi, on l'a vu aussi déjeuner avec des industriels du secteur pharmaceutique, alors que le Cornu quand même venait de lui remettre sa démission. Et puis après, il a filé dans la salle des fêtes de l'Élysée pour remettre une brouette de médailles à 5 personnalités, dont les économistes Jean Tirole et Philippe Aghion, qui l'ont soutenu notamment lors de ses campagnes. Alors, c'est quand même une idée qui a fait grincer plusieurs familiers de l'Élysée, dont un qui me disait c'est quand même un petit peu bizarre de décorer des économistes alors que la France n'a pas de budget. Et puis surtout le même jour, le CAC 40 a dévissé après la démission de Sébastien Lecornu, donc c'était quand même un timing un peu bizarre. Et puis, il y a évidemment cette atmosphère, tu en as parlé en introduction, qui est un petit peu bizarre, puisque on n'a toujours pas donc, de Premier ministre de plein exercice. Et donc, c'est un petit peu la foire à la saucisse en ce qui concerne les noms de Premier ministre qui circulent. Par exemple, on a vu des revenants, comme François Baroin, revenir une fois de plus dans la course au nom. Alors, c'est plus ou moins le cas. À chaque remaniement, on nous cite l'ancien ministre chiracien. Et on l'a vu cette semaine, il avait rendez-vous au siège des Républicains en face de l'Assemblée nationale. Il a été coursé par les médias. Regardez ça. Écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous. Voilà, alors effectivement, il y a plein d'autres noms qui sont cités. Il y a effectivement aussi un autre Premier ministre issu des Républicains. Alors, c'est l'option quand même qui est la moins probable, mais quand même, la droite ne serait pas complètement contre participer à un exécutif de cohabitation. C'est ce qu'a expliqué Bruno Retailleau cette semaine. Un petit peu comme à l'époque Barnier. La gauche commence un petit peu à perdre patience. Elle a rendez-vous cet après-midi avec Emmanuel Macron. On verra ce que ça va donner. Mais on sent quand même qu'elle croit moins en ses chances d'aller à Matignon. Et puis, il y a l'option d'un Premier ministre technique, comme on dit. Alors, pour ce type de scénario, c'est vrai que le nom de Thierry Baudet, le président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, a beaucoup été évoqué. C'était déjà le cas en septembre 2024, avant que Emmanuel Macron ne choisisse finalement l'option Barnier. Une personnalité de la sorte. Alors, on parle éventuellement du préfet de police, Laurent Nunez, bien connu des manifestants et des abonnés du média qui participent à des actions sociales dans les rues à Paris, et bien connu aussi de nos collègues journalistes, n'est-ce pas, qui se font courser par les forces de l'ordre. Coucou Lisa, si tu nous écoutes. Mais voilà, ça c'est une option parmi d'autres. Et puis, il y a aussi l'option Jean-Louis Borloo. Le revenant. L'ancien ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, qui se verraient bien effectivement revenir au pouvoir. Et c'est vrai que ces dernières heures, il y a eu plusieurs échos, voilà, sur un retour du fondateur de l'UDI. Et Bruno Retailleau, d'ailleurs, qui était invité à un sommet sur la compétitivité organisé par Politico jeudi, a relevé qu'il n'était ni de gauche ni macroniste, sans toutefois aller jusqu'à dire s'il le soutenait ou pas. L'ancien ministre a 74 ans, pas sûr que ce soit le bon candidat pour une fonction aussi énergivore, d'autant qu'il a déjà été très malade. Mais voilà, on en reparle également. Et il était notamment à Toulouse cette semaine et il a eu ce petit mot d'humour. Aujourd'hui, la venue de Jean-Louis Borloo peut créer des questions. Elle crée des questions et il va répondre à une question, c'est celle qu'on s'est posée ce matin, qui est de savoir quel est le rôle des collectivités territoriales, quelle est la meilleure organisation, comment se passe la décentralisation dans notre pays, et pour qu'est-ce que peut être une république fédérale à la française. Et pour le reste, écoutez, il y a BFM, il y a tout le monde qui est là. Parce qu'effectivement, il m'a proposé, j'ai dit oui vendredi. Il m'a dit, c'est pas possible, vendredi, c'est le Premier ministre.
Donc c'est aujourd'hui. Oui, c'est vrai, normalement, le vendredi, c'est le Premier ministre. Et puis, il y a quand même une dernière option, hein, Amira, c'est une reconduction de Sébastien Lecornu. On va C'est le voir là possible ça, Nils, ou pas? Et oui, oui, c'est toujours possible, hein. Le site Le Parisien, par exemple, a évoqué cette option. Europe 1 aussi, Radio Bolloré, hein, mardi. Alors évidemment, bon, du côté du Premier ministre à Matignon, il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas eu de suite, mais ses soutiens, en tout cas, poussent, hein, pour le maintenir en place, notamment Gérald Darmanin ou d'autres. Et puis, effectivement, l'argument qui va en faveur de cette nomination, c'est que le Premier ministre démissionnaire connaît le job maintenant, qu'il a négocié avec les oppositions, qu'il a montré qu'il était capable d'écouter les oppositions. Voilà, et donc effectivement que ce serait éventuellement une option viable. Alors c'est vrai que bon, du côté des oppositions, on est quand même nettement plus frais sur cette option, parce que quand même, c'est un peu la continuité du macronisme, quoi. Et puis bon, on sent bien que c'est un pouvoir qui arrive Mm. en fin de course. Nils, dans l'hypothèse où Lecornu serait reconduit, quel est l'intérêt de sa démission? Bah, c'est une démission qui permet à Emmanuel Macron de gagner du temps, hein, finalement, hein. Le budget, la vraie date, en réalité, c'est pas le gouvernement, c'est pas finalement de reconstituer un gouvernement, ça va être de déposer, en fait, le projet de budget devant le Parlement. Il faut que ce soit fait à une date butoir. Et donc, c'est cette date-là, en fait, qui compte. En réalité, le pays peut tout à fait vivre avec un gouvernement démissionnaire pour le moment, mais la France a quand même besoin d'un budget. Voilà. Et donc, c'est cette date-là qui est extrêmement importante. Bon, en tout cas, Nils, on l'a bien compris, il y a beaucoup de noms qui circulent pour le futur, le prochain locataire de Matignon. Emmanuel Macron, lui, essaye de gagner du temps. Et pendant ce temps-là, les Français regardent ce spectacle politique et puis se demandent à quelle sauce on va les manger. Ah. En tout cas, il y a quelque chose de bien sûr, Nils, c'est ces tensions entre Macron et Lecornu. Oui, d'ailleurs, personne dans la presse hein, n'en a parlé. C'est assez drôle. C'est un lièvre que j'ai soulevé cette semaine. Le ton est montré entre le président et son premier ministre hein, dans la nuit de dimanche dernier à lundi, selon mes informations. Et bien sûr, tu t'en doutes, vous vous en doutez, c'est sur la composition du gouvernement que les crispations se sont cristallisées. Je cite une source bien informée à l'Élysée. Sébastien Lecornu, avait pour ambition de composer sa propre équipe, mais évidemment, le président a voulu imposer ses choix pour les ministères, hein, c'est ce que m'a confié ma source. Alors, le Premier ministre a plaidé en vain sa cause hein, pour effectivement choisir son propre casting. Refus du locataire de l'Élysée, forcément, c'est allé au clash. Et l'un de ses soutiens, donc à Sébastien Lecornu, me dit « Vous avez vu comment il était serein lors de son interview sur France 2, très fier. » Et c'est vrai que le Premier ministre démissionnaire a semblé étrangement calme lors de son petit discours. Il y a quand même eu une petite pique à Emmanuel Macron pour les initiés. Regardez. C'est pas le moment de changer de président de la République parce que, par définition, la parole de la France à l'étranger, et heureusement avec l'instabilité gouvernementale que nous connaissons depuis un an, le visage à l'étranger, c'est le président de la République. Et donc, cette stabilité, et je ne parle pas de sa personne, parce que vous connaissez la loyauté que j'ai pour sa personne, néanmoins, mais je parle moi de sa fonction. Et donc, cette institution présidentielle, elle doit être protégée et préservée. Voilà, donc l'important, ce n'est pas la personne du président de la République, c'est sa fonction. Hein. Il faut le lire entre les lignes. Hein. Finalement, c'est la dignité présidentielle qui compte et pas Emmanuel Macron. Alors évidemment, faut pas monter en épingle hein, ces frictions qui sont inhérentes à chaque remaniement. C'est toujours un moment de stress. C'est ce que m'explique notamment un ministre. Mais enfin, il y a un autre signal qui ne trompe pas hein, de cette tension entre l'Élysée et Matignon. C'est un sondage extrêmement flatteur, Amira, qui a été publié ce mercredi par Les Échos, hein, le journal de Bernard Arnault, ne tarit pas d'éloges sur le Normand, hein, qui passe du 18e au 7e rang sur 30 des personnalités politiques des Français regardées à l'écran, 28% d'opinion positive, voilà, donc ça fait quand même 11 points supplémentaires en un mois. Hein. Il a pris la lumière, c'est ce qu'observe Vincent Thibault, le directeur d'études chez Elab, qui loue une posture constructive, hein, je cite, dans le journal. Voilà, alors 11 points quand même en un mois, je pense que n'importe quel politicien français en ce moment serait ravi d'avoir cette progression. Les compliments ont aussi afflué hein, dans les boucles des élus Renaissance après
après son intervention aux 20h de France 2 face à Léa Salamé, covidée, souvenez-vous, chez des députés déboussolés par l'attitude erratique d'Emmanuel Macron et leur peur panique de la dissolution, puisque effectivement le RN est quand même donné grand gagnant en cas de nouvelles élections. Alors Nice, pendant que le cornu grimpe dans les sondages, il y en a un qui stagne, j'ai envie de dire, même qui chute, hein. Oui, alors à l'inverse, effectivement, Emmanuel Macron poursuit sa dégringolade dans les sondages avec à peine 14% de confiance, selon donc ce baromètre. Et là, regardez la courbe qui est assez claire, effectivement. Et alors, la petite humiliation quand même supplémentaire, c'est que le chef de l'État égale le record d'impopularité de François Hollande à l'automne 2016. François Hollande qui le déteste, et d'ailleurs la réciproque est vraie. Alors ça, l'un des anciens conseillers de Macron me disait ça doit les faire vriller à l'Élysée. Et résultat, petite ambiance parano, les faits et gestes du moine soldat, le cornu comme il se nomme lui-même, sont scrutés par l'Élysée. Alors il faut quand même remettre les choses à leur juste valeur. On est encore très très loin des humiliations qui ont été infligées par d'autres présidents à leur Premier ministre. C'est quand même un grand classique de la Ve République. Petit rappel historique. Je suis président de la République. Michel Rocard est Premier ministre, qui est déjà fort bien et conforme à ses qualités. Le reste lui appartient, si toutefois l'histoire est bienveillante. Il n'y a pas de différend entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Manuel Valls est un bon Premier ministre, et tant mieux si les Français le jugent ainsi. Il applique la politique que j'ai moi-même fixée pour la nation, et nous sommes dans une équipe. Il y a un président de la République, c'est lui qui fixe la ligne. Il y a un Premier ministre. Une des figures qui vous sert de référence, c'est celle de Clémenceau. Il n'est pas devenu président de la République, mais on peut réussir aussi son existence sans être président de la République. Le reste lui appartient, si toutefois l'histoire est bienveillante. Voilà, alors il n'est pas impossible que Macron, effectivement, je le disais lors du premier sujet, reconduise Sébastien Lecornu malgré sa démission. C'était l'hypothèse qui tenait la corde mardi et mercredi, notamment dans l'entourage présidentiel. C'est ce qu'expliquent nos confrères du Figaro. Bon, Nils, c'est le moment de passer au troisième sujet. Tu as beaucoup de choses à nous dire et on a envie de savoir, bien évidemment. C'est sur Sarkozy. Et oui, c'est la teuf chez les Sarko, qui l'eût cru, voilà, une condamnation à aller en prison. Et évidemment, il faut fêter ça. Donc, c'était la fête où aller à droite, mercredi soir. Ça se passait au pavillon des Étangs, au milieu du bois de Boulogne. Voilà, donc c'est un lieu qui est très prisé par les politiciens. Et Sarkozy avait invité un peu plus d'une centaine de proches. Évidemment, sa femme Carla Bruni était présente, son fils Jean aussi, son beau-fils Aurélien Enthoven. Et donc, c'était un pot amical, je cite, destiné à tous ses anciens collaborateurs. Alors, de son passage à la mairie de Neuilly-sur-Seine, évidemment à la présidence de la République jusqu'en 2012. La raison de cette sauterie, eh bien, je le disais, c'est le dernier moment de fête, the last show avant son arrivée à la case prison, puisque le 13 octobre, Nicolas Sarkozy a rendez-vous, en principe en tout cas, au parquet national financier pour connaître les modalités de son incarcération dans l'affaire des financements libyens, dans laquelle il a été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme. Et oui, il a beau faire appel, la peine se fait avec exécution provisoire différée, donc il va bien aller en prison. Et donc, le Figaro Magazine s'est fait l'écho de cette soirée qui n'a été couverte par aucune caméra, aucun journaliste pour filmer le président et sa démonstration de force et d'amitié. Mais on a quand même eu quelques photos postées par les intéressés sur Instagram. On a vu notamment Franck Louvrier, le maire de La Baule, ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy. On a aussi vu sa femme, Carla Bruni, poser tout sourire pour immortaliser ce beau moment. Alors, c'est pas Monsieur Louvrier, c'est pas sa présence qui nous a le plus choqué. C'est plutôt le secrétaire général de l'Élysée, d'Emmanuel Macron. Je te donne dans le mille, tu me l'as donné plutôt dans le mille, c'est Emmanuel Moulin. Il était donc présent à la fête de Sarkozy.
Oui, ça a un peu stupéfié quand même une partie du personnel politique. Je parle même pas des magistrats, hein, parce que maintenant, ils sont habitués aux provocations du clan Sarkozy. Mais enfin, quand même, le propre secrétaire général de l'Élysée d'Emmanuel Macron, hein, présent pour la soirée d'un repris de justice. On rappelle que Nicolas Sarkozy a déjà été condamné, hein, donc c'est un délinquant avéré. Alors Emmanuel Moulin, c'est vrai, avait une raison d'être là, hein. Il a été le conseiller économique à l'Élysée entre 2009 et 2012 de Nicolas Sarkozy avant de partir dans le privé. Il a aussi été directeur de cabinet auprès de Bruno Le Maire à Bercy et même de Gabriel Attal à Matignon avant d'être appelé par Emmanuel Macron en avril pour remplacer Alexis Collère, parti pantouflé à la Société Générale. Alors, c'est vrai que ça a venu à choquer, alors que la France connaît déjà une crise de régime sans précédent. Et en plus, il est arrivé avec Catherine Pégard, l'ancienne directrice de Versailles, de retour comme conseillère culture à l'Élysée, un poste qu'elle avait déjà occupé sous Sarkozy. Alors, j'ai posé la question à l'Élysée, pas de réponse. Donc, pas de réponse, ça veut dire qu'il faut creuser. Un familier de l'Élysée me dit que sa présence a forcément été validée par Emmanuel Macron, hein, et que finalement, c'était une manière de marquer son soutien à Nicolas Sarkozy, un soutien plus ou moins discret. C'est vrai que le président n'a rien pu faire pour la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy, qui lui a été retirée de droit. Et donc, c'est une manière un peu de mettre du lien dans leur relation. On en a parlé dans une précédente émission, hein. Nicolas Sarkozy était extrêmement remonté contre Emmanuel Macron, au point de lui faire des reproches, ou en tout cas de faire passer des éléments de langage de reproches en public. Et ça, évidemment, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, qui a toujours besoin du soutien de la droite. Et Nicolas Sarkozy, on le sait, continue d'être considéré, peut-être même à raison d'ailleurs, comme le parrain de la droite. Alors il y avait d'autres personnalités présentes à la soirée, hein, d'ailleurs du gouvernement démissionnaire, hein, Rachida Dati notamment, lié à Nicolas Sarkozy, c'est vrai, depuis le début de sa carrière dans les Hauts-de-Seine. Il y avait aussi l'ancien directeur de la police nationale, hein, Frédéric Péchenard, ses ex-conseillers, Jean-David Lévite et Franck Louvrier, on en a parlé, hein, l'actuel maire de La Baule. En tout cas, c'est voilà, la liste des quelques invités les plus éminents qui ont été repérés, notamment par Mediapart. Et alors, Amira Sarkozy a fait son petit speech, hein. Je cite: « Je suis venu vous dire que la fin de l'histoire n'est pas écrite, elle ne l'est pas, parce que dans tous les bons films, les méchants ne peuvent pas gagner. » Hein, c'est ce qu'a déclaré le président. Il a l'occasion pour l'ancien président de faire le procès de Mediapart. L'affaire Dreyfus a commencé avec un faux, s'est-il exclamé. Le conte de Monte Cristo commence aussi par un faux. Voilà. À chaque fois, la vérité finit toujours par triompher. Ce n'est qu'une question de temps. Et de conclure, je ne demanderai aucun avantage. Quand il y a une croix à porter, il faut la porter jusqu'au bout. Voilà ce qu'a déclaré Nicolas Sarkozy. J'ai envie de dire, Saint-Sarko, priez pour nous, hein. Alors, effectivement, je le disais, l'Élysée n'a pas souhaité réagir à la présence de son secrétaire général à ce grand moment de martyre de la droite. Alors Sarkozy qui se compare au comte de Monte Cristo, on aura tout entendu, Nils. On aura tout entendu, hein. Clairement, les Français auront tout entendu, les journalistes aussi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous en distanciel aujourd'hui. À l'heure à laquelle on enregistre, on n'a pas encore le nom du potentiel futur Premier ministre. On l'aura peut-être dans la journée, dans la soirée. Tu feras un point, bien évidemment, si on a un nom. En tout cas, merci à toi, Nils, et je te dis à vendredi prochain. À bientôt à tout le monde. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Indiscrets avec Nils. À bientôt sur le Média.